Et bonjour. Donc on va continuer le montage de la Genius FR2. Donc on en était là. Donc on avait fait la platine radio. Voilà, maintenant on va continuer avec la partie moteur. La voiture, on va l'enlever. Donc la partie moteur. Donc le moteur, ça sera bien sûr un Abat. Donc le support moteur, comme il est bonjour Ludovic, comme il est livré d'origine, donc classique. Ici faut mettre frein filet, on resserre et on peut céder la clé de 10, hop, pour serrer, bloquer. Là c'est les 3 vis, là en général je mets pas de frein filet. Et après il y a le support là, comme on peut voir. Le trou il est oblong pour que la pièce elle bouge. Donc je vous montre ça, vous voyez. Je vous montre ça pour vous expliquer après comment on monte sur la voiture. Donc il y a le support gauche. Il y a le petit qui va à droite. Et la demi-lune qui va derrière. Et il y a aussi le renfort qui vient se fixer ici. Voilà, qui vient se fixer ici pour aller sur le palier. Donc, tout ça, je ne vais pas le monter devant vous parce que le moteur, j'avais gardé mon moteur de 2016, mon Abat qui m'avait servi pour faire le chemin d'Europe. Donc, j'ai le support. Donc, vous pouvez voir qu'avant, la pièce, elle était noire. Mais c'est exactement la même. Donc, c'est déjà monté avec du frein filet, bien sûr. Quand vous montez, toujours bien faire attention ici, que ça vienne, que votre vis ou votre carter ne vienne pas à embuter, que ce soit bien la plaque qui vienne appuyer sur le carter et qui ne vienne pas s'appuyer sur le cylindre. Donc si ça vient un peu s'appuyer sur le cylindre, et là ça peut arriver parce que les cylindres Zenois, il n'y en a pas un seul pareil. Donc si ça vient à vous arriver, n'hésitez pas à tailler un tout petit peu le cylindre. Ça pose pas de problème, mais il faut enlever juste ce qu'il faut pour que la pièce elle vienne pas s'appuyer sur le cylindre, mais uniquement sur ces les 4 points d'appui, donc la fixation carter. Donc la plaque elle est montée, bien sûr, frein filet, c'est rien d'exceptionnel. Là les vis, on va les desserrer, voilà, pour que le support, vous voyez, qu'il puisse bouger. Donc on va le laisser comme ça pour que ça puisse bouger. De l'autre côté, ici, la demi-lune. Donc la demi-lune, la particularité, dans le kit, il y a une vis qui fournit tête ultra plate qui va ici en fait, pour la fixation derrière. Bien sûr, il faut couper les pattes du carter, comme vous pouvez voir. Donc tout simplement, avec un coup de Dremel, avec un disque, venir couper comme ça. Et là, pareil, voilà, pour enlever les pattes qui ne servent pas et qui gênent au montage dans la voiture. Donc là, ça c'est fait, ça c'est coupé, ça c'est monté. Bon, moi je monte donc la vis ultra basse en bas, parce que sinon le châssis il vient pas assez près, donc on utilise cette vis qui est spécifique pour ici. Écrou fixé par l'extérieur. Bon, après classique le carter. Donc le moteur c'est un Abat Légende 26 avec un, je sais pas si on peut voir dans les ailettes, avec un volant d'origine Zenois, bon bien sûr préparé par Abat. J'ai rajouté le renfort carbu qui est très utile, surtout sur une F1. Bon, c'est un peu le même cas sur une GT, mais avec une F1 c'est dessus de la boîte à air qui prend donc le cylindre, donc ça aide à bien renforcer. Et j'ai utilisé l'isolateur grand de chez Abat. Alors pour sécurité, vous voyez, j'ai légèrement réduit les ailettes par sécurité pour éloigner un peu l'isolateur. D'origine comme c'est, ça passe,
mais ça passe près. Et vu que c'est une source de chaleur avec le réservoir, que c'est du plastique, pour pas risquer, j'ai légèrement coupé, donc 2-3 mm maximum, pour pouvoir utiliser le refroidisseur à batte option. Donc j'utilise aussi la petite patte pour pouvoir décaler le point d'attache de la tringlerie, qui est un peu plus en arrière pour que ça soit meilleur le tirage du gaz et que ça ne vienne pas forcer trop sur le carbu. Donc vous pouvez voir, j'utilise aussi bien sûr le carbu Made in BA qui est modifié sur roulement. Et voilà. Donc là, le moteur, il y a déjà une partie qui est montée. Donc comme je dis, c'est mon moteur de 2016 qui va reprendre du service, que j'avais gardé, qui était un très bon moteur. Et il a fallu attendre jusqu'à maintenant pour qu'il reprenne place dans une voiture. Donc le moteur, on le décale. Bonjour tout le monde, René, Frédéric, salut Gib. Tu as raison, on bricole, tu as raison, c'est bien ça. Une question de Jean-Luc. Peut-on fixer le radiateur sur le moteur? Je suppose que c'est le radiateur de bougie que tu parles. Alors, vous voyez, il y a 2 trous de part et d'autre. Oui, d'origine, ça a été prévu d'être fixé sur le cylindre. Finalement, la fixation de l'isolateur avec la bougie suffisait amplement et ça s'est jamais allé plus loin. D'ailleurs, sur les dernières séries d'isolateurs à batte, le trou a disparu et la forme du refroidissement dessous a été améliorée. Donc, on peut les reconnaître entre la version 1 et la version 2, c'est parce qu'il y a les trous. Et donc, les derniers, il n'y a pas les trous et le flux d'air dessous, le passage a été amélioré. Et donc non, on ne le fait pas et il n'y a pas une utilité plus que ça. Surtout que les cylindres Zenois sont en carton-pâte, comme les matériaux. Donc, c'est moins on y touche, mieux c'est. Alors, on va passer pour monter un embrayage, bien sûr. Donc là, tout à l'heure, pour finir, je vais vous parler que normalement, il y a un renfort qu'on vient fixer ici, qui est un renfort, qui vient se fixer comme ça. Alors ça, je ne le monte pas, parce que je mets l'option renfort grand. En fait, il va venir se passer comme ça, et il va directement être tenu du palier arrière au palier avant, qui va être la fixation à peu près par là. Et voilà. Donc c'est bien, il est plus robuste et surtout il fait la liaison et il ne vient pas en contact avec le moteur. Parce que ce qui peut arriver avec ce renfort, qui est plus fin, en fait la liaison entre le palier et l'arrière, elle passe par la plaque moteur. Donc sur des chocs, ça peut bouger le moteur, ça peut avoir des incidences et c'est pas top. Donc sur la F1, je vous conseille grandement de l'option du grand renfort côté moteur au lieu du petit. Alors, la cloche, il faut monter les pins. Souvent, on me demande comment on fait. Alors, classique, un marteau et un chasse-goupille. Donc, vous voyez, le logement, comme elle doit être montée. On voit le clip et on voit qu'elle est un peu en dedans. Donc, c'est fait exprès que ça rentre dur. Donc, moi, ce que je fais, je la place, je la positionne à l'aide d'un chasse-goupille. Voilà. Vous voyez? Voilà. Voilà, tout simplement. Et après, on met pignon, le rondelle et le clips. Donc là, en l'occurrence, je ne vais pas monter la cloche neuve que j'ai. Je vais prendre l'embrayage que j'ai déjà utilisé. Donc c'est un embrayage 3 points Ferrodo Genius. Je vais juste vérifier que j'ai bien resserré le plateau. Où dessus j'ai mis les ressorts option 1,5 avec les cales petites.
Voilà, donc l'embrayage, lui, il va aller ici. La cloche, bon, ben, c'est une cloche la même qu'on a vue tout à l'heure, mais qui a déjà servi. Donc je vais mettre le pignon, la rondelle. Le clips. Voilà. Au pire, si on sent que le clip n'était pas tout à fait en place, ce que je peux faire pour vérifier, vous voyez, hop, c'est le faire bien rentrer. Donc voilà, les pignons. Donc là, j'ai les roulements. Alors, important, le roulement d'intérieur de cloche. L'extérieur, non, pas besoin. Mais d'ailleurs, je ne vais pas utiliser la rondelle et le clips neuf. J'avais la rondelle qui était déjà utilisée avec le clips. Voilà. Donc, je vous disais, là, il y a le roulement intérieur, extérieur et intérieur. L'intérieur, si vous le mettez neuf, je vous conseille de le dégraisser à l'aide du classique nettoyant frein, de le prendre, de le mettre par exemple sur la vis de cloche, le mettre, pulvériser, le faire tourner, mettre un coup de soufflette pour évacuer le gras. Parce que quand le roulement va travailler, ça va chauffer, le gras peut sortir et il peut aller dans l'embrayage. Et après, l'embrayage qui patine, le temps que la graisse s'évacue. Donc ça, c'est l'astuce. Bon, après, l'adaptateur et la vis pour fermer qui vient, voilà, en lieu et place ici. Donc l'embrayage, on va le bloquer. Alors normalement sur la GT, j'utilise ceci pour pouvoir le mettre dans le trou qui se sur la plaque de GT, dans le trou qu'on a à l'intérieur pour pouvoir bloquer l'embrayage. Là en l'occurrence, ah si je peux l'utiliser là, pour éviter d'utiliser tout bloc piston, parce que même si le bloc piston sur d'autres vidéos on me voit l'utiliser, je l'utilise avec parcimonie, mais c'est quand même quelque chose d'un petit peu difficile de jauger. Donc là, finalement, je vais, parce que c'est le volant d'origine Zenois, je peux le faire, mais c'est quand même pas top. Donc, pour bien faire, maintenant que j'ai pris l'habitude, à l'aide de mon petit outil crochet, que j'ai pris l'habitude de la GT, pour bien faire, ici en fait, vous voyez sur le support, il faudrait arriver à faire un trou ici. Donc voilà, pour pouvoir le glisser. Comme ça, on bloque l'embrayage et on ne vient pas forcer sur le vilo. Comme ça, parce que comme je viens de faire sur forcer sur le vilo, j'ai l'habitude, c'est un coup de main avec l'expérience. Mais si demain vous prenez, vous serrez, ou vous allez avoir peur de passer serré et ça va se dévisser, ou vous serrez trop fort et vous pouvez désaxer le vilo. Donc c'est un petit peu difficile à expliquer parce qu'on ne fait pas ça avec des outils avec des dynamométriques, des clés dynamométriques, tout ça. Donc ce que je vous conseille, c'est plutôt de faire un trou ici, une corde, une tige de fer pliée, minimum 3 voire 4 mm. Comme ça, vous pouvez l'enquiller et bloquer, forcer que sur l'embrayage. En fait, bloquer l'embrayage pour pouvoir faire un serrage sans problème. Donc, bien important, voilà, avoir toujours un peu de jeu. S'il n'y a pas de jeu, c'est que c'est pas normal, ça doit bien aussi libre. On met l'étoile. Alors, les vis. Alors là, c'est pas quelque chose que je mets du fin filet. Parce que c'est quelque chose qu'on peut démonter régulièrement. Un serrage à la main suffit.
Voilà. Alors, Rémi, ah ben voilà, c'est une chance, c'est bon. Le pignon n'a pas de sens. Je l'ai mis, il n'a pas de sens, sauf que j'ai juste mis les petits points qui caractérisent le nombre de dents. Vous voyez, là, sur un pignon, par exemple. Vous voyez, ça, c'est un pignon qui a déjà servi. Et voilà, là, on les voit ici, là. Il y a 4 petits points, donc ça, c'est un pignon de 34. Donc ça, en l'occurrence, c'est un pignon que j'utilise sur la GT. Et là, sur la F1, le rapport, c'est 31 à la cloche et le 24 ici qui est derrière. Après, le reste, c'est fixe. Donc voilà, en fait, si je viens avoir un doute après ou quoi que ce soit pour contrôler, je mets toujours les points de marquage à l'extérieur, parce que j'ai juste enlevé l'éclipse pour voir ce que j'ai comme pignon, quand j'ai oublié. Donc voilà, le moteur, j'ai pas de boîte à air, je l'attends, donc on le fera plus tard. Donc là, le moteur, comme je l'ai dit, ici c'est dévissé. Je vais revisser pour pas qu'elle se barre. Il n'y a plus qu'à... Ah, le petit support ici. Donc, le support, c'est ceci. Il va comme cela. Alors là, pareil. Là, j'ai pas serré, j'ai juste posé la vis. Hop, je desserre pour qu'il y ait du jeu. Et je vous expliquerai au fur et à mesure comment tout serrer. Donc le moteur, il est prêt à être mis dans la voiture. Donc on va le placer. Donc la voiture, le moteur, voilà. Alors, les vis pour fixer la partie gauche. Donc c'est des M5 fraisés avec la rondelle cuvette. Alors, c'est pas simple de tout faire pour rester dans le champ de la caméra et que vous puissiez voir tout. Alors, vu que j'ai desserré le support, il ne s'aligne pas. Je suis obligé de mettre le doigt dessous. Voilà. Donc, je ne serre pas le support inférieur. Vous voyez, le moteur, il bouge. Donc, je vais le tenir bloqué sur le châssis, comme ça. Je vais regarder l'entre-dents. Donc, l'entre-dents, il y en a un petit peu, c'est pas mal. Je vais serrer les vis de dessous. Donc voilà, c'est serré. Le moteur, si je le lâche, il bouge toujours. Donc toujours s'assurer que le moteur bouge bien sur la voiture. Ça veut dire qu'il est libre, qu'il ne touche rien et qu'il n'y a pas de contraintes partout. Donc là, je le tiens comme ça. Et ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir bloquer les vis qui sont là, je vais présenter mon support option que je vous parlais juste avant.
voyez, qui vient comme ça. Donc, je mets ma vis. Donc, le moteur, il bouge toujours, hein, vous voyez. Parce qu'en fait, le fait que ça bouge, c'est pour pouvoir compenser toutes les différences qu'il peut y avoir sur un Zenoa. Et donc, il faut d'abord mettre cette vis-là pour pouvoir... La plaque ici s'aligne avec le trou. Parce que si la pièce elle est trop basse ou trop haute, ben, on n'arrive pas à passer la pièce à la vis. Donc, je vais placer ma vis. Ici, on met une rondelle à un écrou. Alors moi, je préfère mettre 2 rondelles pour pouvoir avoir plus d'épaisseur et que l'écrou répartisse sa force mieux. Alors la clé de 8, je serre. Voilà, et quand j'arrive, je le tiens en pré-contrainte, mais pas bloqué. Vous voyez, j'arrive encore à tourner la vis et le support, il bouge. Donc, on revient sur la partie d'ici. Donc, toujours le moteur, il bouge. Donc, je refais comme tout à l'heure. Je le tiens plaqué vers le châssis. Je prends le bon tournevis. Voilà, je le tiens plaqué vers le châssis. Et je visse les 3 vis qui sont en prise latérale. Voilà, donc là, le moteur, il bouge plus. Je vais les prendre et les bloquer comme il faut. Maintenant, comme ça au moins j'y reviens plus. Voilà, les 3 vis latérales sont bloquées. Je vérifie toujours mon entre-dents. Voilà l'entre-dents, maintenant que j'ai bloqué, il mériterait de reculer un peu le moteur. Parce que maintenant, ce qui est important, c'est toujours commencer par la côté gauche. Donc l'alignement en plaque avec la transmission. Une fois qu'on a réglé ce côté-là, on s'occupe des autres supports. Donc comme je répète, j'ai fait les 2 vis par-dessous. J'ai mis cette pièce-là avec la vis pour pouvoir aligner. Je tiens le moteur appuyé sur le châssis. Je bloque les 3 qu'on attrape par le côté en bas. Une fois que normalement c'est réglé, je vérifie mon entre-dents. Donc là, en l'occurrence, il faut que j'en ai la main chouille. Donc, on va reculer un petit peu le moteur. Vous voyez, là d'un coup, vous entendez au bruit. C'est dur. Et là, j'ai trop reculé. Voilà, il faut laisser un minimum de jeu. Voilà, encore trop. Voilà. Voilà, un tout petit peu de jeu. Surtout qu'en plus là, les pignons sont neufs, donc on peut vraiment faire un tout petit peu de... Oh, pardon, un tout petit peu de jeu. Donc, maintenant que l'entretien il est bon, je bloque convenablement les vis par-dessous. Donc voilà, c'est réglé. Ce que je vais faire maintenant, je vais fixer mon renfort, comme ça je n'y reviendrai plus, la partie gauche sera faite et finie. Le moteur sera aligné comme il faut, et la transmission et tout qui ira bien. Donc comme je vous dis, j'utilise ce support-là. D'origine, ici, le palier, il y a un trou fileté. Alors ce que je fais, moi, je reperce pour enlever le filetage, parce que je trouve plus pratique de mettre une vis par l'intérieur, de rajouter une rondelle, un écrou, pour pouvoir faire le serrage, parce que sinon il n'y a pas un accès qui est vraiment idéal à mon goût. Et au moins là, voilà, je préfère. Après les goûts et les couleurs, moi c'est une question de feeling et de montage. Donc voilà, la partie gauche moteur est faite, alignée, nickel. Comme on a bien vu, le moteur était libre quand il était... les vis sur le latéral, elles étaient dévissées. Donc ça, c'est important que le moteur ne vienne pas en contact avec d'autres choses et mettre des contraintes pour rien. Maintenant, on va s'occuper de la partie de droite.
Donc la partie de droite, on va tourner la voiture. Donc la partie de droite, il y a deux supports. Il y a le petit qui est là-dessous et celui qui est derrière. Donc celui qui est derrière, il faut une vis M4. Alors, une vis M4, je vais prendre une tête cylindrique. Alors désolé, sur le coup, j'ai pas prévu la vis. Parce que là, je vais faire comme pour la plaque moteur. Je vais utiliser deux rondelles pour avoir un meilleur appui. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, je mets deux rondelles, vu que c'est un trop houblon, pour pouvoir. Donc là, le problème, c'est que si vous voyez, il faut mettre une cale. Donc la cale, simplement mettre des rondelles. Donc il faut mettre trois. Il faut mettre alors 4 mm de rondelles. Donc voilà, donc c'est ce qui me fait moi 3 rondelles. Hop là. Je glisse le tout. Voilà, j'ai aligné les rondelles bien sûr et je peux mettre ma vis. Et là, je serre. Voilà. Donc là maintenant, moteur à gauche il est fait, arrière il est fait. Donc les rondelles, alors attention, là où j'ai dit, j'ai regardé, il faut les 4 mm. Ça peut arriver que sur certains Zenoa, il y ait plus ou moins. Parce que, hélas, comme d'habitude, le moteur Zenoa a des différences énormes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des trous tout houblons autour des fixations moteurs, pour compenser toutes les différences qu'il peut y avoir sur les moteurs. Donc, maintenant, on va passer au support qui est ici. Bonjour tout le monde, bonjour Philippe, ciao Emmanuel, bonjour Jérémy, bonjour Julien, bonjour tout le monde. Donc le support ici. Donc là, vous voyez la pièce, je vous avais expliqué que je l'avais laissée molle. Donc tout simplement, bon ça c'est un peu court. Alors, les vis. Les voilà. Alors là, tout simplement, je serre pas, je présente. Et vous voyez, je sais pas si on va réussir à le voir, mais quand je serre, ici le carter il bouge parce que l'alignement du Zenoa il n'est pas top. Alors ce que je fais, mon carter bleu est plus est décalé vers l'extérieur. Donc en fait, il faudrait que je mette des cales ici. Donc moi, ce que je fais, j'utilise les cales de carrossage que je viens glisser. Voilà. Là, en l'occurrence, je glisse 1 mm. Donc je sais que c'est un peu chiant, mais je vous rassure, c'est pas du tout volontaire d'avoir quelque chose
aussi contraignant, mais hélas, le Zenois... Voilà, donc là maintenant quand je serre les vis, je sens directement la vis qui bloque sans avoir un effet élastique, qui veut dire que juste 1 mm ça suffisait. Donc et j'ai pas de déformation, je crée pas une déformation en serrant les vis quand ça s'aligne. Donc là je peux serrer. Alors j'utilise pas du frein filet, parce que c'est normalement si c'est bien serré il n'y a pas de souci. Et là je serre ça par dessous. Parce que si on vient démonter, c'est quelque chose qu'on vient un peu... Voilà. Qu'on vient démonter régulièrement le moteur pour faire l'entretien ou autre. Donc voilà, mon moteur il est fixé. Il est fixé, on a pris en compte les différences qu'il peut y avoir chez Zenois. Il n'y a pas de contrainte. Donc vous voyez ici qu'il faut couper le carter. Donc là en l'occurrence, je m'assure que ça ne touche pas, donc c'est nickel. Là ça touche pas, la patte elle touche pas, ça touche pas. Et si je mets la voiture à l'envers, ici là, vous voyez la tête ultra basse, c'est nickel, ça touche pas, il y a 1 mm de jour. Donc c'est tout nickel, le moteur est en place et ne contraint pas le châssis. Voilà, donc le moteur est placé dans la voiture, il lui manque juste un échappement et une boîte à air. La boîte à air ça sera pour plus tard parce que je ne l'ai pas. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de fixer les raccords au réservoir, les durites. Donc les durites, avec le filtre, la crépine qui va dans le réservoir. Voilà. Alors pour ça, que je suis en train de réfléchir pour faire une installation convenable, l'arrivée d'essence, on va la faire passer par ici. Donc pour que ça soit pratique avec le réservoir d'essence, on va faire le trou ici. Voilà, comme ça, pour pouvoir dégager de l'espace et pour quand on vient faire le démontage de la bougie, qu'on ait de l'espace, parce que c'est assez restreint là l'espace. Donc on va plutôt faire ici, comme ça posera pas de problème. Donc pour ceci, il faut que maintenant que le moteur est en place, il faut ou je redémonte le moteur ou je démonte la platine radio. En l'occurrence, on va choisir la platine radio. Donc, vous voyez, comme je vous avais expliqué, l'aspect pratique d'avoir les durites courtes, on n'a pas besoin de démonter les palonniers. Oui, Jean-Luc, c'est prévu de faire tout le montage de A à Z. C'est pour ça. C'est fait pour ça. Il y a des vis là. Alors, on va déboîter. Je déboîte les billets qui vont au cerveau. Voilà.
Là, bah là, on fait un démontage de platine. Donc, vous voyez, là, après, il faut qu'on fasse aussi le montage du récepteur. Parce que ça, c'est pas encore fait. Et vous voyez, l'avantage, c'est que si on avait la platine, si on avait la boîte récepteur ici, on ne pourrait pas faire ça. Parce qu'il faudrait débrancher tous les fils. Donc, voilà. J'ai récupéré le réservoir. Donc, la voiture, on la décale. Donc, il faut qu'on perce. Donc là, en l'occurrence, je vais... Alors, vous voyez, la pièce, comme elle est faite, le petit clips. Là, ici, ça fait un diamètre de quasi 11. Et si on prend dessous, ça fait 9. Donc, ça fait 9. Je vais percer à 7,5. Pour que quand j'enfile ça dans le réservoir, le trou soit plus petit et vienne compresser la pièce et faire l'étanchéité. Parce que si on perce trop gros, ça peut fuir. Et c'est pas le but. Donc, j'ai pris un autre petit support pour me donner une indication où je vais percer. Donc je vais percer comme ça. Voilà, je m'aide d'analysoir. Je le centre par rapport au trait. Voilà, j'ai fait les 2 premiers petits trous. Alors je commence à faire le trou avec la lisoire. Et maintenant on va faire la perceuse. Donc pourquoi d'origine il n'y a pas les trous? Tout simplement, c'est un choix volontaire de chez Genius pour laisser chacun comme bon lui semble, comme bon lui semble de faire un passage par la droite, par la gauche, par l'arrière. C'est volontaire. Alors pour certains, ceux qui sont bricoleurs et ceux qui ont envie de faire différent, ça leur convient très bien. Ceux qui sont débutants, on va dire que ça leur grâce à ces vidéos, ça leur donne des indications. Et donc bon, c'est comme ça, c'est un choix qu'ils assument et pour donner. Moi personnellement, je serais plutôt partisan de laisser le moins de choix possible et d'avoir quelque chose déjà tout pensé d'origine. Après que les gens ça plaise plus ou moins, après à eux de faire leurs modifs et voilà. Donc là je commence à faire un trou un peu plus gros. Donc là, vu que c'est du plastique et j'ai pas fait directement, là j'ai fait 6,5. Et là on va aller à plus gros. Voilà, j'ai mes 2 trous de fait pour l'arrivée et le retour. Donc, à l'aide d'un petit cutter, j'enlève la bavure.
Voilà. Je mets le doigt dedans. Dedans, il n'y en a pas. Voilà. Donc, on va commencer par le retour d'essence qu'on va mettre sur le côté gauche de la voiture. Je vais même à l'aide d'une petite fraise voilà, j'enlève la bavure pour faire un peu conique le trou, pour m'aider à insérer. Alors, ça c'est la partie la plus on va dire chiante. Donc je vais d'un tournevis, donc il faut que ça rentre. Donc ce que je fais, je commence à l'enfoncer d'un côté et à l'aide du tournevis, je m'aide pour faire le tour. Donc évitez de prendre quelque chose de pointu. En l'occurrence, j'ai pris un plat de 3 mm. Voilà. Je suis un peu bloqué avec le plot du réservoir. Et voilà. Donc voilà. Une fois qu'on a réussi à passer, on l'enfonce bien. Lui de bien s'écraser. Et avec le doigt à l'intérieur, on vérifie que la partie, comme je vous ai expliqué, la partie qui fait... parce que là c'est conique et là c'est à 90 degrés. Elle est bien passée par derrière. Donc voilà. Là c'est le tube de retour. Donc le tube de retour, on va pas le laisser baigner excessivement dedans. On va le tirer. Je vais le laisser sortir 1 mm à peu près dedans. Voilà. Je sais pas si on arrivera à voir, mais il sort à peu près d'1 centimètre dedans. Il n'y a pas besoin qu'il aille jusqu'en bas. Après, bien sûr, le trou de durite, on le coupera. Donc là, arrivée d'essence, ben pareil. Donc là, en l'occurrence, tout à l'heure, je me suis retrouvé bloqué là. Donc je vais l'enquiller de travers comme ça. Comme ça, moi, je pourrais tourner sans que je me retrouve bloqué là. Et voilà. Hop là, on l'enfonce bien. Donc là, celui-ci, je le rattrape parce qu'on va fixer la crépine. Donc, le réservoir, ça c'est important de le nettoyer régulièrement. Alors c'est un peu dur à mettre, mais vous pouvez vous aider à mettre un peu de gras, un peu de salive pour pouvoir l'enquiller comme il faut.
Donc, j'utilise un petit clips qui sert un peu de sécurité. Pour éviter que ça vienne à se débrancher. Voilà. Alors bien sûr, comme dit Jean-Luc, il y a beaucoup d'astuces qui sont valables pour la GT. Mais de toute façon, toutes ces astuces, comme ça par exemple, ou les freins, toutes les pièces qui sont communes, vous pouvez les retrouver aussi sur les vidéos que j'ai fait du montage de la GT, de la XR4, que vous pouvez retrouver sur ma page YouTube, BA Arnaldi, BA Models. Et il y a les vidéos de montage. Et bientôt, il y aura aussi celles que je fais en ce moment qui sont sur Facebook, que je transférerai aussi sur YouTube pour pas qu'elles soient perdues et réutilisées. Donc là, le plongeur, je le fais se balader et je regarde la durite, qu'elle soit assez longue pour que le plongeur aille dans les 4 angles du réservoir sans poser de problème. Parce que si elle est trop longue, le flotteur peut être gêné par la durite. Et si elle est trop courte, le flotteur, au lieu d'être posé en bas et se balader pour bien aspirer toutes l'essence qu'il y a, en fait, il est pendu et il ne chope pas tout. Donc, ce qui est important, c'est de bien voir que le plongeur peut aller partout. Donc là, en l'occurrence, c'est bon. Je vais même la tirer encore un peu. Voilà, le plongeur il a assez de durée dedans. Je vais mettre un petit coup de soufflette pour enlever les salissures, les poussières que j'ai fait tomber. Voilà, donc mon bouchon avec le joint. Hop là, je mets au milieu droit. Je vais mettre un petit coup de chiffon parce que j'ai des traces de main. Donc c'est tout neuf, on va le garder propre. Donc voilà, mon réservoir il est fait. Les durites elles seront coupées au moment tout à l'heure quand on aura remis le réservoir. On peut déjà monter ça. Alors, moi je prends deux Serflex, T-Rap, tout dépend comment chacun appelle ça. Donc je le fais passer dans le trou de derrière et je le fais remonter par le trou fin. Et je le passe, donc je le serre. Voilà. Donc là, la F1, le réservoir, il est déjà dans le trou du cockpit. Donc je vais couper, je vais laisser que... On va commencer avec 5 cm. Voilà, 5 cm. Ce qui est pas trop mal. Après, ça c'est des petits réglages que je ferai quand il y aura la carrosserie. Donc je coupe un autre Serflex, je prends juste la tête. Voilà, donc là, je verrai le... Vous voyez, ça permet d'avoir quelque chose dans les mains pour tirer. Donc je verrai après quand j'aurai la carrosserie. Si c'est un peu trop long, je le raccourcirai. Donc là, c'est simple, j'aurai juste à faire descendre. Et quand je retrouverai, j'estimerai que la taille, elle est juste. Pour que ça soit pratique, que ça ne fasse pas moche, et que ce soit tout comme il faut. Je mettrai une petite goutte de cyano pour le bloquer, pour pas qu'il s'enfonce. Donc après, voilà, ça c'est le montage et astuces que je fais par expérience, par commodité, juste par feeling, parce que de temps en temps, chacun a son point de vue et sa manière de faire. Moi, c'est la mienne, donc je vous la fais partager. Après, à vous de peut-être de l'améliorer, de faire
vos montages. Et pourquoi pas les partager avec moi, ça pourrait être intéressant. Donc là, ça c'est la partie arrière qu'on normalement on ne démonte pas. Si, il faut démonter, désolé. Voilà. J'ai quelques lacunes. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait de F1. Ça va me faire du bien d'en refaire. Là, j'utilise pas de frein filé, il n'y a pas forcément besoin. Voilà. Le réservoir, il est là. La platine radio, on va la remonter. Alors, de temps en temps, dans les montages, dans les premiers montages, surtout dans les montages, quand la voiture elle est neuve, c'est souvent un peu si on a l'habitude et qu'on en monte souvent, ça va, mais ce qui n'est pas forcément le cas. De temps en temps, ben voilà, il faut monter puis redémonter pour pouvoir faire un trou par exemple, parce que en l'occurrence c'était le réservoir pour les durites. Donc c'est normal. Hein. Je vous dirais que sur la GT, je fais pas, je pense avant et je sais comment c'est monté, donc il y a certaines choses, je le fais par expérience. Et là, comme je vous ai dit, ça fait 2 ans que j'ai pas monté de F1 pour moi. Donc il y a certains petits détails qui m'échappent. Donc voilà. Donc là, après, on va s'attaquer à la platine radio. Donc on remonte tous les fils. Voilà. Donc la platine radio, elle est en place. On revisse. Et les cours de pilotage, Gilbert. Bah écoute, c'est quelque chose, je pense que j'y pense. Pas forcément faire des cours et faire les bancs d'école, si on peut dire, mais faire des journées comme ce qui peut se faire dans le motocross, dans le quadcross ou même dans le karting, où il y a des journées, des week-ends qui sont organisés sur des pistes, qui sont réservées, avec un pilote actuel ou passé de renom qui distille tout son savoir-faire. Donc c'est quelque chose que je pense que j'y pense et que j'aimerais mettre en place un de ces jours. Voilà, je viens de remboîter l'échappe. On remboîte l'étranglerie. La révienne. Pareil pour l'autre côté. Alors, les durites, on va les brancher. Donc on va faire d'abord la durite d'arrivée d'essence. Alors pour ça, je vais utiliser une pièce qui est Genius, qu'on retrouve sur la GT, qui est un support de durite. Vous
pouvoir tenir la durite, qu'elle ne se balade pas partout. Donc j'ai des vis. Voilà. Hop là. Désolé, c'était pas centré. Donc je dévisse et je la fais passer. Donc, hop là, on enlève la durite que je me sers pour boucher les trous. Alors la durite, elle passe comme ça. On prend, on coupe. Et on branche. Alors quand c'est neuf, c'est toujours un petit peu galère. Une fois qu'elles ont pris un peu la forme. Voilà. Donc là, la durée d'arrivée d'essence et la durée de retour carbu. Je vais faire quelque chose dans cet esprit-là. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vais laisser comme ça. Je verrai avec le temps et avec l'avancement du montage de la voiture, si ça me paraît bien. Ou non. Voilà, bon, ça c'est... Ah bah tiens, elle peut passer là, en plus elle se clipse. C'est bon. On verra. On verra après au fur et à mesure avec la carrosserie, tout ce qui passe autour. Si c'est long, pas long, si c'est trop haut, on verra. Donc là pour l'instant c'est comme ça. Donc voilà, lui le moteur, il est monté, il manque boîte à échappement. Le réservoir il est fait. La durée de surverse, plutôt de prise d'air, comme vous voulez, c'est quelque chose que je monterai pareil une fois que j'aurai mis tout ce qui est fond plat et que j'aurai un peu plus d'accessoires autour. Parce que vu que ça c'est une durite qu'on pourrait prendre et fixer et mettre comme ça. Mais bon, ça c'est une finition que je ferai plus tard. Alors, donc la partie électronique qui est important de faire. Donc là, je mets la voiture à l'envers. Voilà, on voit pas mal. Le réservoir de compensation sur la Formule 1, on peut le monter, mais ça devient un petit peu plus un exercice de style, dans le sens où le cockpit du bonhomme, la tête du bonhomme, elle est à peu près ici. Et là, il y a le bouchon qui dépasse de la carrosserie pour faire le plein. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser le petit réservoir de compensation, bien sûr Genius, qui est de taille idéale. Ici, avoir une petite équerre qu'on fixe directement sur le réservoir avec une vis. Et en fait, ce qu'il faut avoir, c'est avoir la voiture complète, avoir la carrosserie qui est transparente pour pouvoir ajuster au mieux, parce que le réservoir de compensation, il fonctionne à partir du moment où il est plus haut que le bouchon de réservoir. Parce que s'il n'est pas plus haut, il ne sert à rien. Et tous les petits filtres avec la mousse, les billes, pour moi, ça sert à rien. Ces choses, ça ne va à rien. La seule chose qui est efficace pour ne pas perdre d'essence, c'est d'avoir un petit réservoir de compensation, mais qui est plus haut que le bouchon. Donc le plus haut que le bouchon, vous voyez, quand on met la voiture comme ça, il faut que le réservoir de compensation, je vais m'aider d'une clé. Vous voyez, alors la sortie d'essence, elle est là. Donc le réservoir, il faudrait qu'il soit ici.
Et pour être là, c'est possible, mais il faut avoir la voiture complète, prête, toute montée, et une carrosserie transparente pour pouvoir ajuster la patte, qui est une patte faite maison, donc une pièce en L, qui vient se fixer là, avec le réservoir qui sera fixé, la patte en L, il sera fixé ici, et l'ajuster au mieux dans le casque de la carrosserie. C'est quelque chose que j'ai déjà fait sur ma précédente F1. Alors, en l'occurrence, maintenant, à l'époque, on faisait ça. Ça servait, entre guillemets, pas à grand-chose, parce qu'en course EFRA, on avait 50 minutes avec un ravitaillement. Donc là, ça servait, parce que si on perdait de l'essence avec les 26 qui consomment, parce que c'est pas que le 26, c'est la voiture, c'est plus lourd, c'est plus gros. On était limite pour faire les 2 fois 25 minutes sur des gros circuits avec du grip. Maintenant, en France, c'est 35 minutes avec un ravitaillement. Et tout le monde fait le ravitaillement, donc c'est pas une obligation dans la réserve de compensation. Si on vient en perdre un peu d'essence, c'est pas très grave. Parce que justement, on fait le plein. Et donc bon, on a de la marge. Parce que de toute façon, le 700 ml avec 35 minutes, c'est pas possible de le faire. Ou alors de le faire à une vitesse réduite, ce qui reviendrait à rouler normalement et s'arrêter de faire un plein. Donc l'un dans l'autre, c'est pas très utile. Et en plus maintenant en course EFRA, c'est 25 minutes. Et donc ça passe, parce que 25 minutes, il y a à peu près en autonomie, tout dépend le pilotage, la piste, le grip, il y a à peu près 27 minutes d'autonomie. Donc c'est pas une obligation la réserve de compensation. Aujourd'hui, avec les règlements qui sont faits, voilà pourquoi du comment. Donc c'est pour ça que je ne vais pas m'embêter à l'utiliser. Parce que si je viens à rouler, à faire une course en France, comme j'ai dit, c'est 35 minutes, je m'arrêterai obligatoirement à faire un plein. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà les fils. Donc moi, ce que je fais, comme j'expliquais, je vais mon récepteur le fixer au double face, ici. Plus précisément dans ce sens-là. Parce que quand, en fait, pour vous donner un ordre d'idée, que quand après il y a tout qui est bon, là en place, faut pas oublier qu'il y a ça. Qui vient fermer comme un bouchon et protéger. Donc je vais juste simuler pour voir la place. Ok. Donc moi je fixe comme ça. Alors j'ai double face. Ce que je fais avec un chiffon, un peu de nettoyant frein, je nettoie l'arrière du cerveau pour qu'il soit bien dégraissé, que le double face colle bien. Donc, vous voyez, j'ai déjà placé mon double face sur le récepteur. Voilà. Je le place. Voilà, j'appuie dessus pour qu'il colle bien. Voilà. Donc, voilà le récepteur. Je me suis fabriqué un petit Y par moi-même en utilisant des fils de grosse section, en le faisant assez court. Au total, il fait 9 cm. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc maintenant, le jeu, c'est de pouvoir ranger tous les fils correctement. Donc moi, ma méthode, je fais comme ça. Je colle le récepteur. Je range les fils au mieux, au plus propre. Et basta. Là, en l'occurrence, il va me manquer le fil qu'il faudra que je fasse une fois que j'aurai tous les longerons. Pas les longerons, les fonds plats attachés. Donc je ferai le fil d'accu à la taille. Donc ça, c'est quelque chose que je ferai après.
Mais là, on va déjà brancher tout avec la puce et fermer. Comme ça, au moins, cette partie-là, elle sera faite. Y en a, je sais, par exemple, d'autres pilotes, eux, mettaient le récepteur dans le ballon avec un peu de mousse autour et le laissaient poser là. Et en fait, avec la plaque carbone, il venait en fait pris un petit peu en sandwich. J'ai vu qu'il y avait de la mousse, ça le tenait. Et donc bon, chacun après a sa méthode. Pour bien faire les fils, par exemple, il faudrait les raccourcir pour ceux qui sont le plus motivés. Là, en l'occurrence, c'est pas mon cas. Donc, je vais prendre et faire comme ça. Donc, mon Y, il est branché là. Donc, les sarraux de direction. Ce que je vais faire passer les fils en leur faisant faire un tour. Un tour autour du cerveau. Pour pouvoir essayer de les ranger au mieux. Voilà, hop là. Et en fait, lui, après, on viendrait le brancher ici. Hop là, c'est bien dur. Ça, c'est bien. Le deuxième, on vient de brancher. Après, ceux que ça motive pas de faire ça, il suffit juste d'utiliser la boîte d'origine qui est prévue à cet effet pour pouvoir ranger tous les fils convenablement dans la boîte. Donc là, voilà, ceux de direction, c'est pas mal. Donc vous voyez, j'ai fait un tour de chaque cerveau avec le fil. Vous voyez, c'est pas trop mal placé. Le fil d'antenne, je vais le faire passer dans le trou. J'ai réfléchi un petit peu quand même avant de faire la vidéo et de pas vous faire perdre beaucoup de temps à savoir comment j'allais me débrouiller de ranger un peu. Donc j'ai fait un trou dans la platine radio pour placer le support d'antenne. Donc là je l'ai passé, il est là le trou. Et par-dessus, quand on va fixer le support, vous allez de suite comprendre. Donc là, le fil de cerveau de gaz, donc voie 2. Hop. Voie 2, il va aller ici. On va le brancher. Voilà. Donc là, il y a un petit logement à côté du réservoir et du cerveau. Donc je m'en sers pour pouvoir quiller les fils une fois qu'ils soient bien rangés. Voilà, hop. Donc là, c'est le cerveau frein avant. Voie 3. Alors, je suppose que la question elle va arriver ou non. Pourquoi je mets un Y sur les cerveaux de direction et que je ne mets pas, par exemple, vu que c'est un récepteur 4 voies, je ne mets pas le récepteur, donc un cerveau de direction sur la voie 1 et l'autre sur la voie 4 et je fais un mixage pour le faire marcher ensemble pour la direction. Alors le problème, oui c'est faisable, oui il y a des gens qui le font. Moi perso, j'ai eu des mauvaises expériences. Alors ma expérience personnelle, c'était à l'époque des cerveaux e-tech. J'avais essayé de faire ça en déjà programmant chaque cerveau indépendamment. Et ça marchait pas parce qu'ils étaient plus synchronisés, ils n'avaient plus les mêmes taux de réponse. Donc j'étais revenu à une version standard. Après, j'avais fait voie 1 et voie 4 et faire un mixage. Et là, souvent, les mixages pénalisent un peu les fins de course quand on a besoin de beaucoup de débattements. Et quand on est à la tête reposée à la maison, on arrive à tout mettre ensemble, à régler. Mais le problème, c'est qu'on règle deux cerveaux qui doivent fonctionner ensemble, mais on les règle indépendamment.
Donc quand on est à la maison, tête reposée, tête froide, pas de bruit, on règle, on arrive à faire les fins de course comme il faut. Sur la piste, s'il se passe quoi que ce soit, vous avez besoin de vérifier et besoin de toucher. Avec le bruit ambiant, vous êtes sur la piste, vous êtes debout, vous êtes dans le feu de l'action. Là d'un coup, ça devient beaucoup plus complexe et il peut se passer qu'on ne règle pas bien un cerveau. Et donc finalement, les cerveaux forcent l'un contre l'autre et à la fin, ça grille. Donc c'est un problème. Et j'ai déjà eu aussi des gens être pénalisés en me disant j'ai pas assez de débattement, j'ai pas assez de débattement. Et parce que le mixage bridait un peu plus les cerveaux et on ne pouvait pas avoir le débattement. Les fins de course, pareil sur les deux modes, donc le mode 1 et le mode 4. Et ça portait problème. Donc là, on est dans un cas Y, c'est pour ça que je mets des gros fils pour une alimentation convenable et pour que ça passe comme il faut. Ou en tout cas au mieux. Comme ça au moins c'est bien plus simple à gérer et à régler. Il y a beaucoup moins de marge d'erreur et les cerveaux quand on fait un réglage les deux font la même chose et c'est bien plus sûr dans le temps et simple aussi. Donc voilà, j'ai branché mes 4 cerveaux. Vous voyez, après il y a le cache. Donc la puce. Donc la puce, je vais tout simplement la fixer ici, comme ceci, en ayant branché après au récepteur. Donc un peu de double face. Donc j'utilise le support d'origine de la puce qui me permettra que, vous voyez, si je viens démonter la platine, le support restera là, mais je pourrais la sortir sans problème. Alors, hop, hop, oups, voilà. Donc il faut bien appuyer dessus pour que ça colle. On dégraisse. Donc là en l'occurrence il y a un trou, donc il faut faire attention de ne pas poser le carré sur le trou. Essayez de choper. Alors je vous conseille pas de poser la puce, de la coller par dessous parce que le carbone a tendance à faire écran. Donc la puce, ce qu'on peut faire, c'est à la limite la fixer là, ce qui est pas tout à fait possible parce que le châssis il est à cette hauteur là, donc il y a à peu près pas mal. Donc on peut la coller là. Ouais, c'est quelque chose que je vais faire. Je pensais la mettre ici, mais en fait je vais la coller ici en fait. Voilà, donc le support, on le colle là. Et la puce, je la branche sur la voie 4. Donc en fait, ça va donner quelque chose, voilà, ça va donner ça. Donc là, le fil, je vais le glisser. Voilà. Voilà. Et quand j'ai besoin de démonter, ben j'ai juste à déboîter la puce et j'ai accès. Et quand je remonte, je fais ce que j'ai à faire. Je referme et j'enquille ma puce. Donc voilà comment je fais l'installation. Là il va me manquer le fil d'accu, mais je vous dis, je le montrerai quand j'aurai monté tous les fonds pleins et quand j'aurai décidé de l'emplacement de l'accu. Voilà, maintenant on va mettre les vis.
Alors si, avant qu'elle arrive aussi cette question, s'il pleut, la chose qui peut se passer, la puce elle est étanche, donc elle n'a pas besoin de... Elle n'a pas besoin d'être étanchéifiée ou autre. C'est démonter et mettre de la pâte de nettoyage. Vous voyez, la pâte de nettoyage classique on trouve. Tout bien collé sur les fils, sur les prises. Ou alors mettre le produit BA Models pour étanchéifier, qui est en fait un genre de latex qui a pour but de faire une pellicule et d'en badigeonner pour rendre le tout étanche, que ce soit cerveau et fil. Mais la Formule 1, en ayant une carrosserie qui recouvre le châssis et les roues à l'extérieur, il y a quand même beaucoup moins de problèmes de prise d'eau qu'une GT, où il y a tout l'eau qui circule dans la carrosserie et sur le châssis à cause des roues qui sont enfermées sous la carrosserie. Donc il n'y a pas besoin de faire une grosse préparation pluie sur les Formule 1. Donc voilà. Maintenant, comme je vous ai dit, j'avais le fil d'antenne que j'avais déjà préparé le petit trou. J'avais déjà réfléchi un peu à mon histoire. Alors, je regarde, j'ai des questions. Question de Christophe Julio. Salut, et pourquoi pas mettre qu'un seul cerveau? Alors, question simple, plutôt réponse simple, excuse-moi. Aujourd'hui, à l'époque, on utilisait 2 petits cerveaux pour les gaz-freins et un gros cerveau. Rhino, multiplex, etc. si j'en oublie. Le souci de ces cerveaux-là, c'est qu'ils étaient adaptés au 1/5e, mais avec l'évolution dans le temps, les petits cerveaux ont largement dépassé la rapidité, la fiabilité, la puissance des gros cerveaux. Et ce qui a précipité la chute des gros cerveaux, c'est que les cerveaux gros, type multiplex, tout ça, Rhino, E-Tech, étaient plus fiables. On était arrivé à un point moi perso, ça m'est arrivé de plus réussir à faire une journée d'entraînement sans griller un cerveau de direction. Donc on est passé au petit pour une question de fiabilité. On en a mis 2 parce que les cerveaux, ils étaient comme là, ceci, des boîtiers en plastique. Donc ça, c'est quelque chose à conseiller. Je vous conseille plutôt les Savox, les 2290 qui sont la version Monster. Ils sont tout en alu, qui sont plus fiables parce que si on vient prendre un choc, cela non, mais à la direction, les boîtiers plastiques peuvent se casser. Donc pour l'1/5e, je vous conseille fortement de mettre des cerveaux petits, mais en boîtier tout full alu. Là, en l'occurrence, j'avais ces cerveaux-là pour mettre sur la F1. Sinon, j'aurais mis comme sur ma GT, les 2290 Savox, qui sont très bien et qui commencent à prendre largement le monopole dans le 1/5e. Donc, j'en reviens à mes cerveaux. Donc, on a mis 2, on en mettait 2 pour une question de stabilité parce que les boîtiers plastiques étaient fragiles, n'étaient pas prévus pour encaisser les chocs et les contraintes du 1/5e. Au fur et à mesure des années, les gros cerveaux ont disparu, les petits ont pris largement le dessus, les petits sont largement améliorés en performance, en tout, avec aussi des beaux boîtiers maintenant, comme je dis, le 2290 de chez Savox, en alu, avec des pignons en métal, donc quelque chose de super fiable. Qui font, par exemple, le 2290 de chez Savox, il tourne en 50 kg, en 0,11 ou 0,12. Donc, avec la taille des pignons dedans en métal qui sont grossis et tout ça, c'est pour ça qu'ils portent leur nom de Monster. Oui. Maintenant, ces cerveaux-là sont potentiellement capables de gérer la direction seul à la direction. Pour être honnête, c'est quelque chose en ce moment chez Genius qu'on est en train de discuter et qu'on va commencer à faire des essais. Pas en course dans un premier temps, mais d'abord en essai, d'utiliser qu'un seul cerveau, de voir comment ça réagit dans le temps. Si le cerveau encaisse comme il faut, si niveau fiabilité ça encaisse mieux, et à ce moment-là, pourquoi pas, oui, dans un futur, d'utiliser qu'un cerveau. Mais d'abord, on doit faire un peu des essais, parce que je sais que dans le concurrent en cerveau, Futaba, il y a des pilotes en Italie qui ont déjà essayé de mettre un seul cerveau. Ça leur plaît, mais bon, ça demande à prendre un peu d'expérience, parce que
On sait qu'aujourd'hui, en mettant 2 servos petits de Savox 2290, c'est fiable, il n'y a pas de problème, ça encaisse les chocs, il n'y a pas de problème. Un seul servo, ça demande un peu d'expérience. C'est sûr que si on le monte, qu'on va rouler 10 minutes, ça marche. Parce que les servos, comme je dis, ils font 50 kg, ils peuvent l'assumer. Mais après, c'est peut-être des petits problèmes itinérants, d'ici les palonniers. Peut-être que maintenant, les palonniers, il faudra en faire ou en métal ou bien plus renforcé, parce que peut-être que c'est eux qui tiendront plus. Tant que là, il y a quand même 4 biellettes de palonniers qui eux aussi participent à encaisser les chocs et les contraintes. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez détaillé. Jean-Luc, tu arrives à retomber dans les crans des palonniers sans trop d'écart. Donc ça, quand on fixe ça, on le fera quand je le ferai et je vous montrerai quand j'aurai mis la radio en marche. C'est quelque chose. Alors les servos sont pas forcément synchronisés, les dents, dans la fabrication. Les palonniers, suivant les séries, c'est pareil, sont pas forcément synchronisés. Donc c'est déjà arrivé d'avoir des servos qui sont synchronisés et d'en changer un et d'en avoir un qui est plus synchronisé, ou inversement les palonniers. Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu contraignant lors du premier montage. Moi, ce que je fais, j'ai toujours 4-5 palonniers en plus pour pouvoir justement jongler et avoir quelque chose de le plus parallèle possible quand je monte les servos. Alors, le montage de la piste fait peur. Il n'y a pas trop de raison parce que si on met la voiture sur le champ, voilà, le châssis, il est là. Voilà, le châssis, il est là. Tu vois, avec un réglé. Bon, d'ailleurs, il m'en faudrait un deuxième. J'en ai un sous la main. Donc, tu vois, en posant un réglé, je suis à 2 cm, un peu plus de 2 cm. Donc bon, même si tu attaques à des vibreurs, il faut quand même venir taper là. Avant, je la mettais pas là, je la mettais ici. Ici, donc c'est vrai il y a quand même le triangle. Mais bon, non, je pense pas qu'il y ait de problème, mis à part un piqué vraiment qui vienne taper là. Mais bon, en général, les piquets, ils traînent pas sur les pistes. Et par expérience d'avoir vu déjà des FR2, c'est rare, vraiment très rare, que j'ai vu des triangles ici, par exemple, dessous, même devant, taper ou frotter. C'est vraiment très rare que je vois des pièces ici qui sont abîmées, frottées. Donc c'est quand même des pièces qui sont hautes. Donc je pense pas qu'il y ait de problème. Donc on va finir avec le support d'antenne. Donc voilà, j'avais fait un petit trou. Le support d'antenne. Voilà, qu'on vient visser sur la platine carbone. Hop. Voilà, maintenant on va couper l'antenne à la mesure. Alors, la mesure, on va couper ici. Voilà, on enfile. Voilà, pile poil. J'ai même un petit bout d'antenne qui dépasse, donc c'est parfait. Je sais pas si on voit, il y a un petit bout d'antenne qui dépasse, donc c'est parfait. Donc voilà, j'ai mon antenne. Que après, même ce que je ferai pour une question d'esthétique, quand j'aurai la carrosserie, j'irai percer, je la plierai vers l'avant pour faire comme les vrais F1 avec leur petit tube de pitot, pour faire les mesures, faire comme une vraie F1. Transformer l'antenne de la voiture à quelque chose qui ressemble à l'échelle.
Donc voilà pour aujourd'hui. On a fait le montage récepteur, on a fait le réservoir, la petite languette, tout ce qui est fixation moteur. Maintenant, on passera à l'étape suivante, le prochain coup, de tout ce qui est fond plat, échappement, fixation batterie. Et voilà, ça prend forme. Bon allez, sur ce, bonne journée à vos ateliers.